Les deux panélistes, Cédric Bisson, qui est associé en investissement chez Terralis Capital, secteur de la santé et des sciences de la vie. Il était conférencier à la première édition du Forum 2013. Il s'est joint au comité scientifique du Forum des idées et il est associé en investissement donc chez Terralis Capital, le plus grand fonds technologique au Canada. Puis, au cours des 20 dernières années, il a créé et mené des entreprises innovantes dans le secteur biopharmaceutique, des dispositifs médicaux et de l'innovation générale. Et notre deuxième panéliste, M. Richard Lemieux, Dr. Richard Lemieux, ancien directeur général du C3S de Chicoutimi et maintenant consultant en gestion et en organisation des soins et services dans le réseau de la santé et services sociaux. Richard possède une très bonne expérience du réseau et des régions et il a acquis au fil des années des expériences et des habiletés très diversifiées. Alors, sans plus tarder, peut-être Cédric pour commencer. Merci beaucoup. Je vais être assez bref dans les commentaires pour avoir une période de questions par la suite. Je pense que, en fait, quand on parle de santé et services sociaux, on devrait vraiment distinguer deux volets qui sont importants. Le volet, bien évidemment, de la santé, la provision, la fourniture des services comme tels, et le volet industriel, qui sont interreliés. Et donc, je ferai quelques commentaires tant du côté santé et services sociaux que du côté industriel. Peu importe le volet qui est utilisé, il y a certains principes qui me semblent être intéressants dans un contexte d'un Québec qui est en évolution. Le premier principe est celui de la créativité, donc d'assurer de créer, d'aplanir les barrières qui peuvent quelquefois freiner la créativité. Quelquefois, on crée avec des très bonnes intentions des structures de régulation, des lois, des règlements, mais quelquefois le tout freine la créativité, l'implantation de certaines mesures. C'est sans malice, c'est simplement la résultante du système. Le deuxième principe est un principe de capital intelligent gouvernemental, capital intelligent privé. Donc, d'assurer que les initiatives renforcent l'objectif premier, soit d'améliorer la qualité des soins et des services de santé, ou de viser de créer des entreprises, des business industriels dans le secteur des services de santé, avec du capital intelligent qui vise ces objectifs et non pas de nourrir une bête ou de nourrir un système qui est autosuffisant par lui-même. Dernier principe, un principe d'excellence, un principe multiculturel. Jim DeWild, dans sa présentation du dernier panel, parlait du fait que le Québec évolue, le Québec est multiculturel. On peut tirer avantage de ce côté multiculturel. Je ne pense pas qu'on en tire toujours le plein potentiel. On a aussi un Québec où on a deux grandes langues principales et plusieurs autres langues. On pourrait davantage tirer avantage et former les jeunes et les plus âgés dans ces deux langues. Adapter aussi ce que l'on fait à la nouvelle façon de penser des jeunes au renouveau économique. Si on n'adapte pas, je prends l'exemple de l'informatique médicale, bien, les efforts d'informatique médicale pourraient être outrepassés par des choses qui viennent du champ gauche, des initiatives de compagnies privées comme Google, Apple ou autres. Maintenant, si je fais un zoom-in sur santé et services sociaux, quant à moi, la dichotomie est une dichotomie, ou en fait la schizophrénie la difficulté est de bien balancer l'accès aux services et la qualité ou l'accès aux nouvelles technologies. Donc, en théorie, un système qui contraindrait significativement qui contraindrait significativement les nouvelles technologies pour avoir un accès parfait, mais on n'aurait pas de qualité. Il faut, je pense, probablement faire des arbitrages à ce niveau-là, et il y a des choses qui peuvent se faire pour l'accès. Sur les technologies ou les innovations en général, je pense que réfléchir en termes non seulement des nouveaux médicaments, nouveaux medical devices, nouveaux équipements qui sont importants, mais aussi tous les nouveaux processus, les business models. Comment est-ce qu'on donne les nouveaux médicaments en oncologie? Est-ce qu'on les donne à l'hôpital, à la maison, ou dans des cliniques spécialisées ou non? On peut avoir des innovations qui sont intéressantes, qui quelquefois peuvent impliquer une entreprise privée, qui peuvent impliquer de créer des nouvelles entreprises, quelquefois plus lucratifs, mais qui sont plus efficaces que peut-être le système peut l'être. Au niveau de l'industrie comme telle, je pense qu'on peut davantage travailler l'interface industrie, donc les boîtes pharmaceutiques, les sociétés de biotech, les boîtes d'équipement médical, les boîtes d'informatique médicale, de brancher le tout avec le système de santé.
Bien sûr, ces compagnies-là développent souvent des produits qui sont à visée mondiale. Un nouveau médicament, ce n'est pas développé pour le Québec, c'est développé pour le monde, mais elles ont du savoir-faire qui pourrait être utilisé dans le système de santé. Et actuellement, on a 2 silos. À l'image des 2 silos, on a aussi 2 silos dans l'organisation gouvernementale, le silo économie-finance et le silo système de santé. On peut faire des ponts entre les deux silos. Bien évidemment, il y a des pressions de coûts, des pressions de développement économique qui ne sont pas les mêmes, mais des ponts peuvent être bâtis pour que on puisse, l'un silo ou un secteur tire avantage des compétences de l'autre. En faisant ça, on peut éventuellement voir émerger des nouvelles entreprises, les entreprises de fourniture de santé, d'informatique médicale, les entreprises de médicaments, des livraisons de médicaments qui sont à but lucratif et qui peuvent éventuellement générer de la richesse pour le Québec. Le système de santé peut être porteur de richesse. Il va falloir aussi travailler sur, quant à moi, la question des messages qui sont envoyés, s'assurer que la population dans son ensemble soutient ces initiatives-là, qu'elle réalise les argents, les sommes qui sont investis, l'importance du volet industriel et l'importance de l'efficience. Donc, voilà un peu quelques commentaires généraux. Est-ce que vous aviez une question particulièrement? Ou... Oui, ben, je peux peut-être, en fait, maybe I can perhaps start with a few a question, which would be probably around, if we take the example, maybe for Mr. Lyon, if we start with the experience in the United States that you had and perhaps what you've seen as well across Canada, how does one do the arbitrage in practice between the pressure to have access to tons of new technologies that you see in the States all the time, consumer pressure versus the pressure to control costs? What are some of the perhaps concrete examples that you're doing to do this, understanding that you're starting from a larger base perhaps of costs? Give us some Je vais vous inviter à ce que les questions et les réponses soient courtes et concises. Sans ça, on n'aura pas le temps d'aller dans la salle. OK? Mr. Lyon, maybe have a short answer to the question. Yeah, of course. It's a great question, and it's a challenge because there is a lot of push and pull between the expense that you pump into the system and the savings on the back end. And what we see is that point solutions on their own don't cut it. And so the solution is to make sure that as you invest in new technologies, that they're being plugged into integrated models of care that support holistic health and well-being. So you don't want to add gadgets and widgets and technologies on top of technologies. You want to make sure that you're adding them in an integrated and cohesive way and make sure that they have a positive ROI when they're integrated in that model. Thank you. Dr. Lemieux, Monsieur Lemieux. Très rapidement, plusieurs l'ont évoqué depuis ce matin. Nous sommes dans un réseau complexe. Et auparavant, ce que j'appelle cette complexitude pouvait servir d'excuse pour ralentir, moins faire vite que demander. Mais depuis plusieurs années, on nous demande de faire beaucoup plus avec moins, de faire différemment, d'innover. Et le réseau, dans le réseau, je pense que le message a bien passé. Ceci dit, c'est un réseau complexe, 24 heures sur 24 ouvert, 7 jours sur 7, sans limite de clients. Aucun établissement ne peut refuser des patients, mais avec des limites de budget. Avec des personnes bien formées, intéressées et intéressantes, avec des nouvelles générations de travailleurs très intéressés, très intéressants, très bien formés, mais aussi avec un groupe de travailleurs autonomes que sont les médecins, qui ne sont pas des employés dans les hôpitaux. Alors, c'est une organisation complexe à faire évoluer, mais qui évolue. Pas toujours à la vitesse où on voudrait, mais qui évolue. Dans ce sens, depuis ce matin, plusieurs ont parlé, dans divers secteurs, de mieux travailler ensemble. Depuis 1 an, j'ai suivi, avec 3 autres experts, j'ai accompagné 5 établissements du réseau. Et au terme de cet accompagnement, l'accompagnement, vous savez, c'est le bouton jaune avant le bouton rouge qui est la tutelle. Alors, il faut que les gens collaborent et tout le monde a bien collaboré. Personne n'était de... C'était un peu difficile au départ, mais ça a été correct. Ceci dit, au terme de tout ça, M. Evans, je vais avoir 2 questions pour vous. On s'est aperçu que tant que les organisations ne sont pas obligées de collaborer, bien, ils vont dire, oui, on aimerait collaborer, oui, on va y aller, mais tant qu'il n'y a pas de plan de travail, de réunion aux 15 jours, de questions sur où vous êtes rendu et comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous avez fait, la collaboration se fait attendre. Alors,
Deux questions. La première, hier, vous avez évoqué, on en a parlé brièvement, d'un nouveau projet que vous aviez en Île-de-France pour mettre ensemble autour de la table des acteurs intéressés par la santé et développer des collaborations pour mieux faire travailler ensemble. Pourriez-vous le développer un peu? Je pense que le projet est innovateur et intéressant. Il s'agit Oui. d'une démarche qui tente à s'assurer que par territoire, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, dans le début de mon propos tout à l'heure, j'ai fait observer que nous constations en France que nous avions des grandes inégalités territoriales de santé qui, naturellement, sont liées aussi à des situations différentes de population. Et donc, l'un des objectifs qui va être acté dans le projet de loi que j'ai évoqué est l'organisation de ce que le gouvernement appelle un service territorial de santé au public, c'est-à-dire un maillage sur l'ensemble du territoire national d'une coopération entre l'ensemble des acteurs, que ce soit les établissements de santé et les professionnels de santé, à partir donc dans chaque territoire d'une évaluation du besoin de santé, car ces besoins sont différents selon les territoires, à partir d'une évaluation de l'organisation de l'offre de services. Cette organisation est là aussi différente quand on est dans le centre de Paris ou même dans une région comme l'Île-de-France ou qu'on est dans un département qui a des très grands espaces ruraux, y compris en Île-de-France comme la Seine-et-Marne. Il y a des modes d'organisation effectivement différents. Et donc à partir de cette évaluation, la construction d'un projet médical de territoire qui permettra un engagement de chacun des acteurs en contractualisant avec les agences régionales de santé. Alors vous le disiez, ça ne va pas de soi. Et c'est vrai que c'est une démarche, mais ça ne va pas de soi en France, comme manifestement ça ne va pas de soi non plus au Québec. Je crois qu'il y a quand même une perception de plus en plus grande de la part des professionnels que face aux maladies chroniques, on ne peut pas agir tout seul. Simplement, il faut trouver des leviers. Un des leviers notamment qui sera introduit dans la loi, c'est le fait que les subventions, parfois les subventions aux établissements de santé, ou voire des éléments liés aux autorisations qui sont données sur certains types d'activités ou certains matériels médicaux lourds, notamment les matériels d'imagerie, seront assujettis à un engagement dans ce service territorial de santé. C'est-à-dire que les autorisations d'activités ou notamment d'équipements lourds ne seront données qu'à partir du moment où il y aura un engagement de répondre à ce projet médical de territoire. Merci. Merci. Je pense que maintenant, il nous reste quand même 15 minutes pour accueillir les questions ou les commentaires des gens dans la salle. Alors, vous vous présentez au micro, vous vous présentez. Oui. Bonjour, mon nom est Robert Carrière de PEGA Médical. Alors, ma question est un peu dans le sens de ce que M. Lemieux a dit, mais beaucoup plus pointu. Alors, première prémisse, c'est qu'on est dans le thème innovation. L'innovation est au cœur du développement économique. Deuxièmement, la conférence de M. Rousset hier nous a démontré que la création de partenariats, l'implication des instances gouvernementales peut nous aider beaucoup. Ma question est un peu plus pointue, comme je disais, de celle de M. Lemieux. Comment on peut convaincre le gouvernement de créer davantage de partenariats entre les diverses instances, comme nous autres, on travaille beaucoup avec les hôpitaux, les universités, puis la PME. On est une PME. On essaie de travailler beaucoup avec les chirurgiens. Évidemment, c'est eux autres qui nous donnent les idées, puis c'est nous autres qui développent le produit. Mais disons que c'est assez compliqué. Donc, j'aimerais ça avoir des idées des panélistes parce que je veux profiter de la présence de notre premier ministre ici et des ministres, de leur donner des conseils. Merci. De leur donner des conseils, mais que ça passe par d'autres, c'est ça? Ben, peut-être M. Évin. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qu'il faut convaincre. C'est la manière dont vous avez formulé votre question, parce que je pense que toutes les autorités publiques, et je pense que le gouvernement du Québec est certainement convaincu de cette nécessité d'une meilleure coopération, d'une meilleure organisation en réseau entre les différents acteurs. Le problème, c'est qu'on a un système de santé qui, pour différentes raisons, quel que soit son mode d'organisation, est quand même assez cloisonné. Et que c'est plutôt comment on convainc les différents acteurs qu'il y a une nécessité de travailler davantage ensemble. Alors, un des leviers, je pense, c'est notamment la question du financement. C'est-à-dire comment on assure un financement de cette coordination
En France, il est évident, et c'était un des éléments que je n'ai pas pu traiter tout à l'heure, mais la tarification à l'activité qui a été mise en place et qui donne une plus grande transparence et qui a certainement été un élément important pour faire bouger le système, parce qu'auparavant, nous avions un système de financement qui était assez opaque avec le budget global. Quand on tarifie à l'activité, c'est-à-dire qu'on tarifie les actes qui sont différents, et donc on tarifie des professionnels ou des établissements de santé au regard de leurs actes, ça n'incite pas beaucoup à la coordination. Et là, on a un paradoxe total. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'identification des actes conduits et leur financement peut effectivement renforcer l'isolement de chacun des professionnels, parce que chacun essaiera de se battre pour avoir effectivement les actes dans son secteur et n'aura pas une démarche globale. Et donc là, on est, y compris après avoir mis en place la tarification à l'activité, en train de travailler pour voir comment on peut assurer une tarification, par exemple, au parcours. Moi, je crois que le financement est un des éléments qui peut être effectivement incitatif à la coordination entre les différents acteurs. Je vais peut-être... Oui, en complémentaire? Oui, du côté plus PME cette fois-ci, parce que, ultimement, c'était pour donner des exemples. Ultimement, la société, je pense, on soutient ou on veut soutenir la création de nouvelles entreprises et des entrepreneurs. Donc, vous avez une PME, une entreprise. Ça passe par, évidemment, du capital intelligent qui vous aide, un. Deux, possiblement, briser les barrières du système de santé qui ralentissent l'interface entreprise, PME et université. Donc, actuellement, on pourrait imaginer la création de projets pilotes, la facilitation des premières ventes. Donc, très souvent, les nouveaux produits québécois sont d'abord vendus à l'international et bien par la suite dans un contexte québécois. Éventuellement, la simplification de processus d'appel d'offres qui ont été pensés dans un contexte de gouverne de gestion des prix, mais qui sont contre-productifs pour la PME. Donc, il y a des initiatives comme ça qui peuvent être faites pour que le système de santé ne soit pas un coût ou un service, mais aussi un outil de développement économique. OK. Je vais aller à l'autre question, mais juste pour vous dire, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je sais que M. Lyon, qui a été le directeur, l'ex-directeur du Oliver Wyman Health Innovation Center, je pense qu'il y a, si vous allez sur le site, il y a des choses très intéressantes en termes d'idées, de cooptation, je dirais, de différents acteurs pour développer des nouvelles stratégies innovantes. Madame? Bonjour, Marie-Pascale Desrosiers. Alors, un aspect de la santé dans lequel je crois que le gouvernement gagnerait vraiment à investir, ce serait la prévention. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de place à l'innovation dans la prévention, notamment en passant par l'éducation, non seulement dans les écoles, mais aussi l'éducation du grand public. Alors, dans le fond, ce serait prévenir pour justement moins avoir besoin du système de santé dans les générations futures, selon moi. Alors, j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là, peut-être nous donner des exemples concrets qu'on pourrait prendre pour faire de la prévention, en commençant par les jeunes, puis justement, comme ça, on aurait peut-être plus besoin d'un système de santé aussi grand qu'on a besoin en ce moment. OK. Peut-être M. Evin, mais j'aimerais ça parce que M. Lyon vous en a parlé. Peut-être, Cédric, tu peux retraduire mieux, même que moi, je peux le faire, mais sur l'aspect de la prévention, parce qu'il y a été explicitement question comme sa troisième phase. I'm just going to translate the question. So could you give examples related to how prevention, could perhaps be best used in order to allow ultimately a significant reduction in healthcare costs? The younger population really is looking forward to initiatives in that. So what have you seen that could be done in prevention? Yeah, it's a wonderful question. So it starts with making sure that there's appropriate financing for programs that we deem to be important. And when you invest in health and well-being, particularly for younger people, you're investing in the future. And those cost savings don't show up today. They show up 20 or 30 or 40 years from now. So you need to invest in it. And there are all kinds of initiatives that we see across the United States, like the state of Tennessee and their Healthy Communities Initiative. There's pilot programs in Florida. They're trying to transform the way that people work, live, commute, eat. And you have to view these programs, again, consistent with the message that I gave in my presentation today, that they're a long-term investment in the future, and those savings will show up many, many years from now in your budget. Okay. Monsieur Evin, aviez-vous quelque chose à rajouter? Non, je suis assez d'accord avec vous, madame. C'est vrai que quand on parle des maladies chroniques, que ce soit le cancer, le diabète, l'insuffisance respiratoire, on voit bien que
ce sont des pathologies que l'on peut éviter si on conduit des actions de prévention. D'abord, on a souvent un système qui a été construit sur la prise en charge de prestations de soins et non pas effectivement pour éviter la maladie. Ceci étant, c'est vrai que les facteurs qui conduisent à la pathologie sont tellement nombreux et complexes que les politiques de prévention, les actions de prévention peuvent être très différentes et très larges, et un spectre très large. Et donc, il nous est en effet nécessaire de pouvoir, soit sous la forme de centres, ce qui était présenté tout à l'heure est en effet un exemple intéressant, de pouvoir, mais sous d'autres formes, à l'école, etc., que l'on puisse développer des actions de prévention. Ça ne mobilise pas uniquement le système de santé, je crois que ça mobilise aussi l'ensemble des acteurs. En France, nous avons développé au cours de ces dernières années notamment des conventions avec les collectivités locales, avec les municipalités, parce que c'est notamment au regard de là où se trouve la population qu'il faut pouvoir apporter des réponses tout à fait adaptées. Merci. Oui, madame. Merci. Karen Marks. C'était un peu la même question, mais peut-être en complément, j'aimerais dire seulement que si on parle d'innovation, je pense que c'est peut-être une façon d'innover, c'est de mettre beaucoup, beaucoup plus d'emphase sur la prévention et peut-être d'avoir un but. Je sais que dans l'Australie, ils ont the National Prevention Healthcare Task Force avec un but d'être le pays avec la plus grande santé en 2020. Mais c'est tout axé sur la question de prévention. I noticed in yours, you mentioned a lot of things and then somewhere prevention also, and I'm kind of surprised that in both of your presentations, prevention did not take a much higher place because it seems to me, although not a healthcare professional, that in the long term, prevention is really one of our major answers to diminishing cost. And I didn't see it in the presentations, mais je ne le vois pas non plus dans notre société québécoise. Et je sais que c'est un investissement à la long terme et c'est difficile pour les gouvernements qui sont ici à la court terme d'investir pour 20-25 ans d'avance, mais je pense que vraiment c'est une nécessité et on le voit quand on a des enfants et des petits-enfants que ça ne fait pas beaucoup partie de leur éducation, ça ne fait pas beaucoup partie de l'environnement. Peut-être, si vous me permettez, simplement dire, je pense qu'ici au Québec, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et d'argent aussi qui sont mis sur la prévention. Ces efforts-là m'apparaissent cependant peut-être pas suffisamment coordonnés ou ciblés. Je pense qu'on ouvre à tous les objectifs à la fois. Alors, peut-être qu'il y a des efforts à faire dans ce sens-là, au-delà de la question financière. Merci. I would just like to say to your comment, and it's a great point. If you think about the traditional healthcare system, it's heavily focused on sick care, and you don't interact with the system unless you're sick. And then the point that I thought was made really nicely by Liba Lesson, the CEO of CareMore Health System, was that she's working with people who are at risk and chronic to prevent them from going from the middle of the pyramid to the top. And that does so much in terms of the lives of the people you're dealing with, in terms of their workforce productivity, and also long-term cost trajectory. So prevention is incredibly important, and shifting the frame from sick care to holistic health and well-being is a critical driver of a healthy province, for sure. OK, alors j'ai 3 personnes au micro. J'ai l'impression que ça va comme compléter. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais prendre les 3 intervenants suivants. Monsieur. Bonjour, Richard Sagala. Ma question s'adresse à M. Evin. J'aimerais vous parler d'alcool, M. Evin. Vous aviez, dans les années 90, proposé des solutions innovantes pour contrer des coûts et des problèmes sociaux liés au phénomène de l'alcool et de l'alcoolisme en France, qui n'ont pas été sans écho ici au Québec. Quel bilan tirez-vous de vos initiatives, de la communication et des coûts que vous avez pu épargner en termes de maladies et des coûts économiques liés à la problématique de l'alcool? Et notamment votre fameuse loi Evin, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur Evin. Alors, en fait, la loi que j'avais fait adopter lorsque j'étais membre du gouvernement, qui est donc une loi qui a été publiée en 1991, comportait 2 volets. Il y avait un volet concernant l'alcool et un autre volet concernant le tabac. En fait, concernant l'alcool, puisque c'est particulièrement sur ces volets que vous m'interrogez, malheureusement, la loi que j'avais fait adopter n'a pas été maintenue en l'état.
Elle portait essentiellement sur la réglementation relative à la publicité, pour éviter effectivement qu'on présente l'alcool comme un produit banal. Et le volet sur la publicité a été remanié par différentes majorités qui se sont succédées depuis, même s'il y a aujourd'hui quand même une prise de conscience de l'effet de l'alcool sur l'état de santé de la population. Ce combat est loin d'être gagné. Concernant le tabac, puisque c'était un autre volet, et le tabagisme étant la première cause de mortalité précoce, souvent associée à l'alcool d'ailleurs, mais la première cause de mortalité précoce, concernant le tabac, la loi que j'avais fait adopter, elle, par contre, n'a pas bougé depuis 1991. Elle a même été renforcée dans son application avec des textes réglementaires qui, notamment, ont fortement encadré l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, qu'on appelle plus particulièrement habituellement les lieux publics. Et de ce point de vue, je pense effectivement il y a eu des effets concernant l'amélioration de l'état de santé, ou plutôt la diminution, ou du moins la non-augmentation aussi rapide des pathologies liées au tabac, que l'on peut effectivement mesurer dans notre pays. Ceci étant, c'est un combat permanent, et je terminerai, mais il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. C'est pas uniquement en encadrant, par exemple, la publicité ou l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif que nous réglerons cette question. C'est une attention permanente, et si elle n'est pas accompagnée de messages de santé publique, si elle n'est pas accompagnée de formation, y compris on évoquait concernant la jeunesse l'importance de l'éducation, l'importance de l'école, eh bien, on peut toujours encadrer, on peut toujours interdire telle ou telle publicité ou l'encadrer, on n'atteindra pas l'objectif. Mais il y a quand même eu des effets sur la suite de ces mesures que j'avais fait effectivement adopter. Merci. I'm going to ask my question in English because I'm sort of targeting Mr. Lyons. I'm Pierre Lefebvre. I'm the former CEO of a small software company that sold healthcare software. And I'm glad Cedric brought the difference between what I would call the healing side of the industry and the industry itself. My question is, in your experience, do the decision-making structures of the industry as it is, either in the States or even here, is it conducive to helping models diffuse, to helping new technologies diffuse, or is it a hindrance to it? Yeah, it's a great question. The decision-making that goes into healthcare is incredibly complex, and the stakeholders are many. And when you get many cooks in the kitchen, it becomes incredibly difficult to align around a single vision. And you could say that in a lot of ways, the system, as it stands, is a product of that. And I don't have an answer to your question, but that vision and that leadership is necessary to align around a path forward, and that's incredibly important. Yeah, I thought you might have something to add, Cedric. Maybe very briefly, I think, to answer your question, I think that focusing on the patient, the family, the consumer, the application, or the healthcare provider would potentially be required. In specifically healthcare IT, what we have seen is, in many cases, a big effort on year 2000 architected systems that focus on the back office. Not that this is not important, but perhaps having the right balance between this and applications that actually deliver value to patients, the providers, and whatnot, and eventually that can be commercialized by businesses could be based here. Perhaps that could be an effort and could influence whatever the Ministry of Health does with Canada Health Infoway, for instance, the kinds of projects that are invested in. Merci. Alors, ça va être notre dernier intervenant. Oui, bonjour, mon nom est McAndrew Clark. C'est une question pour les panélistes, mais je vais le poser en anglais parce que c'est basé sur quelque chose que M. Lyons a dit avant. Earlier you said that Quebec can take examples from countries that have used innovation to improve the healthcare system. And I was just curious, based on all of your opinions, which country has done a great job at that so far? And what role did the government play in fostering that environment? Quelle question?
Voulez-vous? Non, non, c'était une question, ça va demander un comité de travail là-dessus, c'est sûr. Ah, La question, peut-être- c'est quel pays, d'après vous, a réussi au mieux traduire l'idée d'utiliser l'innovation en des résultats concrets? Oui. Donc, C'est ça. oui, avec Y les a-t-il succès. des exemples de pays, dans le fond, qui ont été plus performants? Go ahead. Monsieur, I will say, Monsieur Lyons, oui. when we talk about being at the starting line globally and tackling these challenges, we really do mean it. And so every country is facing their own problems. And when we showed that graph that showed costs rising across a whole basket of countries, that's a very real problem. And the example that we showed about the Centers for Medicare and Medicaid Studies in their efforts to pilot new programs, to test and learn, and to try and develop solutions that are uniquely applicable to their population, we think are going to be the ones that are most successful. And so they haven't solved the problem, but they're trying. And it starts with pilots, and it starts with a unique focus on your own individuals and your population, your culture, and your needs. And CMS is one example. Monsieur Hébin, excusez, Monsieur Hébin va demander, là. Non, moi, je n'ai pas d'appréciation sur quels sont les pays qui ont été les plus innovants. Ce que je voudrais simplement faire observer, peut-être en conclusion, c'est qu'on ne peut pas, concernant notamment la question de la santé, qui est à la fois naturellement la traduction d'une politique avec des institutions, mais qui est aussi qui doit aussi répondre à la nécessaire attention apportée à la manière dont la population le ressent, puisque là, on touche quand même au plus intime de chacun de nos concitoyens. On ne peut pas faire des réformes dans le domaine de la santé en ignorant l'histoire, en ignorant la perception que la population a de son propre système. Et donc, ça ne peut être de mon point de vue, ça ne peut être qu'une évolution progressive. Sinon, il y a des incompréhensions difficiles à travailler avec les professionnels et difficiles à être comprises par la population. Et donc l'innovation, de ce point de vue, est naturellement intéressante parce qu'elle permet des expérimentations, mais faire bouger le système, malheureusement, demande du temps très long, qui est souvent incompatible avec les défis auxquels on est confronté, qui sont les défis économiques, parce que pendant ce temps-là, il y a de la dépense qui continue, et qui sont les défis aussi liés à certaines pathologies. Quand a explosé le sida dans les années 80, nous n'étions pas préparés les uns et les autres à faire face, et là, il y a effectivement un décalage qui est une des difficultés auxquelles tout gouvernement, tout pouvoir politique est confronté. Monsieur Bisson, vous aviez quelque chose? Non, ça va. Ça va? La véritable Richard. question, c'est à quelle vitesse pouvons-nous évoluer? Chose certaine, c'est à chaque fois qu'il y a une crise, on évolue vite, on est capable d'aller vite et de changer vite. Mais effectivement, il faut que tout le monde suive, il faut que la population suive. Il faut pouvoir discuter de nos vaches sacrées ici, on en a partout, et il faut pouvoir en arriver à suffisamment entraîner ceux qui travaillent en santé dans les projets et que tout le monde comprenne le même message. J'ai travaillé 10 ans en santé publique. Les messages de prévention sont difficiles à passer. Les messages de maladie, c'est simple à passer. Il y a un problème, faites-vous soigner, voici la filière. Vous n'avez pas de problème, on ne voudrait pas que vous en développiez, voici la filière, on en reparlera. Voilà. Ça, c'est la santé publique. Écoutez, je pense que ça complète cet atelier sur la santé. Peut-être juste un mot pour d'abord remercier à la fois les conférenciers, les panélistes. Et vous dire, et peut-être se dire avant d'aller dîner que du côté de la santé, mais comme je pense dans d'autres secteurs, il n'y a pas une solution magique. C'est un univers qui va continuer à être en changement perpétuel. Et aujourd'hui comme demain, il faudra non seulement introduire des changements, mais se remettre en question encore dans quelques années. Merci.